Le Congrès qui est démocrate, hein, dirigé par Nancy Pelosi, qu'on dit à moitié folle, mais ça c'est un petit peu une boutade de républicains. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Et si les manifestations contre le racisme aux États-Unis n'étaient que la purulence d'un conflit profond, non pas racial, mais fondamentalement culturel et politique, en 2 mots, les États-Unis sont-ils voués à être désunis? On en parle tout de suite avec Monsieur Corias dans ce 39e épisode d'Only Hebdo sur ERFM. Un commissariat de police ravagé par les flammes. Un incendie célébré par une foule compacte massée devant le bâtiment. Certains immortalisent le moment à l'aide de leur portable. Le poste de police a été évacué à temps et des manifestants en ont profité pour y pénétrer. Depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, la colère n'est toujours pas retombée à Minneapolis et sa ville jumelle Saint-Paul. La garde nationale a été déployée et l'état d'urgence a été déclaré dans les 2 villes. Des scènes de violence, mais aussi des rassemblements qui se sont déroulés dans le calme. Tous réclament l'arrestation des 4 policiers impliqués dans l'interpellation brutale qui a mené à la mort de George Floyd. L'arrestation de George Floyd a été filmée par des passants. On y aperçoit l'homme plaqué au sol sur le ventre, se plaignant pendant de longues minutes de ne plus pouvoir respirer. Il repartira inanimé sur un brancard. Une mort qui a choqué y compris à la Maison-Blanche. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, dont une par le FBI. Le département de la justice promet de faire toute la lumière sur l'affaire. Des enquêtes qui ne semblent pas apaiser la situation pour le moment. Des manifestations sans violence se sont également déroulées à travers tout le pays, comme ici sur la côte est à New York ou à Denver dans le Colorado. Un contre-la-montre est-il lancé aux États-Unis, ce pays par essence légèrement irrationnel? Parce que oui, chers auditeurs, le séparatisme est bien une réalité tangible aux États-Unis et l'analyse de la situation tend à nous faire croire que derrière les manifestations antiracistes se profile un autre scénario qui est peut-être la prochaine ingénierie du pouvoir profond, on va en parler. Je parle de la remise en cause de l'intégrité territoriale du pays. Et donc de la réactivation, car ça ne repose pas sur rien, de la guerre de sécession. Alors, Monsieur Corias, est-ce que ça vous semble plausible, sans parler forcément de la guerre de sécession, mais est-ce que ça vous semble plausible que les États-Unis explosent dans les prochains mois, les prochaines années? Quand on regarde les cartes bleues et rouges des élections américaines depuis plusieurs décennies, quand on s'intéresse aux cartes, parce que les cartes disent beaucoup de choses, on comprend qu'il y a plusieurs Amériques, il n'y a pas une Amérique. Il y a les Amériques des côtes, qu'on dit acquises aux démocrates, côte Est, côte Ouest. Côte Ouest avec le géant californien, côte Est avec l'Amérique ancienne, très démocrate, surtout au nord. Et puis il y a l'Amérique du Centre, et après il y a quelques États. Il y a des groupes d'États en fait qui forment des États dans l'État. Par exemple, je pense à la Rust Belt, c'est-à-dire la ceinture de rouille, la vieille ceinture des États américains industriels qui ont fait la puissance industrielle américaine et qui aujourd'hui sont un peu en perdition. Les villes en quelques décennies ont diminué de moitié. Je pense à Cleveland, si je dis pas de bêtises, qui est passé de presque 1 million à moins de 400 000 habitants. Et donc, quand on s'intéresse aux cartes, on le voit, et il y a une traduction électorale en plus de cela, même s'il y a un bipartisme, on voit que il y a l'Amérique du Centre, agricole, qui est toujours républicaine. Il y a les côtes, donc, qui sont démocrates. Il y a la ceinture industrielle qui change un peu, et justement, en 2016... La ceinture industrielle, quasiment tous les États, sauf, je crois, l'Indiana, avaient basculé, alors que c'était un bastion démocrate, pour Donald Trump. Donc, il y a des Amériques. Et en plus de cela, parce que là, on parle que des États, sur les 50 États, il y a évidemment les coupures sociales, bon, ça c'est classique, et les coupures raciales. On peut rappeler rapidement, un pays de 330 millions d'habitants, plus environ 10 millions de clandestins, latinos en majorité, puisqu'il n'y a plus d'autres hommes, à part les 40 000 cartes vertes qui rentrent par an aux États-Unis. Là-dedans, je crois, il y a 70% de blancs, il y a de plus en plus de latinos, les Afro-Américains ou les Noirs, je crois, sont toujours une douzaine ou une treizaine de pourcents.
ce qui fait quand même 40 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, la deuxième communauté sont les latinos. Voilà, donc l'Amérique, on ne peut pas dire que ce soit fracturé, mais c'est une conjonction d'États, conjonction de races, ou d'ethnies ou de peuples, qui vivent plus ou moins bien ensemble, et parfois ça pète, et ça se remet toujours parce que c'est un pays quand même uni derrière son drapeau, un pays chrétien globalement, plus de 70%, et derrière sa constitution assez originale, sa liberté d'expression, sa liberté d'initiative, etc., ou d'entreprise. Donc il y a des ferments de séparatisme, et il y a aussi des ferments toujours puissants depuis 250 ans d'union et de cimentation de ce pays. Donc loin de nous de faire des hypothèses sur le futur, mais il y a évidemment des périodes à craquement, et on est dans une de ces périodes. Alors, si on pouvait faire un topo à l'intention de nos auditeurs, un petit topo historique, moi j'aimerais quand même préciser cette histoire de velléité séparatiste. C'est vrai qu'elle ne repose pas sur rien, puisque elle est quasi intrinsèque aux États-Unis, car les États-Unis ne sont pas, contrairement à ce que l'on croit d'habitude, une véritable union. Une véritable nation, mais plutôt une alliance conjoncturelle, une alliance circonstanciée de nations, de différentes influences culturelles, comme vous l'avez dit aussi, ethniques, religieuses, etc., qui fait que cette espèce d'unification et de centralisation fédérale américaine est quand même assez précaire, assez fragile, et elle nécessite pour survivre, notamment une mythologie. Et on sait très bien que les États-Unis ont quand même, d'ailleurs, ces dernières décennies, ça s'est énormément appuyé là-dessus, ont eu besoin d'un ennemi, qui fut un temps le méchant communisme, puis depuis 2001 les djihadistes, et on voit que là, ça pourrait effectivement être les Chinois dans les prochaines décennies. Donc les États-Unis, en termes d'union, sont assez fragiles et ont besoin d'une mythologie qui permet de consolider cet équilibre très difficile à maintenir. Maintenant, la question qui se pose aux États-Uniens de 2020, et notamment à leur dirigeant, Donald Trump, c'est comment continuer de maintenir un semblant de cohésion. Alors, on sait que Donald Trump, lui, propose aux Américains de prolonger le rêve américain, c'est-à-dire la victoire du self-made man à l'américaine, de l'économie, de l'affirmation par l'économie. Mais le contexte n'est pas extrêmement favorable. On sait qu'il y a cette lutte entre la dimension productiviste et relocalisatrice trumpienne et les économies justement des côtes Est et des côtes Ouest qui sont, elles, plus basées sur la finance, la bourse, Wall Street. On sait très bien que c'est un affrontement de cet ordre-là qui est en train de se jouer. Et donc la question que je pose, est-ce que, d'après vous, c'est possible pour Donald Trump de continuer dans cette mythologie, alors que la situation, quoi qu'on en pense, est quand même assez difficile au niveau social, que ce soit aux États-Unis ou au niveau mondial? Alors, est-ce que Donald Trump ne va pas devoir se durcir justement pour réussir à maintenir son rêve, sa proposition de rêve américain? Jusqu'à 2019, ça avait quand même plutôt bien marché parce qu'il a relancé l'économie avec son mythe productiviste, mais c'était quand même l'idée du rapatriement des industries, de la production pétrolière, dont pendant son mandat ou son premier mandat, s'il y en a un deuxième, le pétrole est devenu, l'Amérique est devenue le premier producteur de pétrole au monde, etc. Donc l'idée, lui, il a voulu ouvrir des puits en Alaska, ce que les démocrates n'ont pas voulu faire pour des raisons écologiques. Trump était en passe de réussir son pari. Il y avait une création de millions d'emplois. Même le journal Le Monde, anti-trumpiste ou anti-trumpien primaire, avait été obligé de le reconnaître en ravalant leur salive. Et puis, il y a eu cette super casse économique mondiale, pas forcément nécessaire, mais en tous les cas, elle a eu lieu, qui a provoqué des dizaines de millions de chômeurs, même provisoires aux États-Unis. Mais on sent que la reprise va être difficile, lente, et ça arrive évidemment au moment de la campagne et d'une réélection éventuelle. Donc, le travail est encore plus difficile aujourd'hui qu'hier pour Trump, qui en plus fait face, on le sait, à des frondes de séparatisme ethnique, même si ça peut ne pas durer. Les explosions sociales et raciales aux États-Unis
ont toujours été soit jugulées ou sont éteintes d'elles-mêmes, parce que dans ce pays, les gens règlent leurs problèmes effectivement par le travail, mais par l'enrichissement personnel. C'est leur façon à eux d'essayer de s'en sortir par le haut. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc il y a un véritable risque. Et on le sait, par exemple, un État comme la Californie a proposé souvent un peu comme d'ailleurs les régions européennes, hein, on l'a vu avec la Catalogne il y a 1 an ou 2, qui a eu un blanc-seing presque de l'Union européenne pour devenir une province et un pays presque à part, et à faire sécession par rapport à l'Espagne. Et donc il y a eu un bras de fer. On peut imaginer ça aux États-Unis. Et alors, Trump, la question, est-ce qu'il aurait les moyens de lutter contre cette dislocation? Personne ne le sait, mais est-ce que la force serait employable à ce moment-là? On ne peut pas employer la force contre une volonté politique, on le sait. Contre des manifestations ou contre des émeutes, oui, mais contre une volonté politique, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun État qui voudrait se séparer des autres, car il y a d'abord une constitution très solide, et puis cette fameuse Chambre des représentants et du Sénat, qui représente assez fidèlement les Américains, hein. Je rappelle que le Congrès, c'est 435 députés, on peut les appeler comme ça chez nous, et puis 100 sénateurs, 2 sénateurs par État, avec une courte majorité pour les républicains, etc. Donc tout ça est fragile, mais le bipartisme n'est pas une fracturation aux États-Unis, c'est plutôt une alternance. Et de ce côté-là, le système a bien tenu depuis 2 siècles. Qu'est-ce qui pourrait demain fracturer l'Amérique? Bonne question, mais personne ne le sait. Et même si cet État fédéral, comme vous le dites, est composé de matériaux assez différents, et donc des zones d'État ou des groupes d'États très différents, que ce soit entre le nord et le sud, le centre et les côtes. Pour l'instant, tout fonctionne bien ensemble. Et l'Amérique, comme vous le dites aussi, a toujours trouvé un ennemi pour se rassembler. Et il semble qu'aujourd'hui, évidemment, ce soit la Chine, qui n'est d'ailleurs même pas vraiment un ennemi, puisque les 2 économies sont très imbriquées. Mais aujourd'hui, au jour le jour, Trump doit faire face à une pression gauchiste appuyée par le pouvoir profond et aussi par le Pentagone, puisqu'on a vu que des généraux s'élevaient contre lui. Donc le rêve américain incarné par Trump, effectivement, n'intéresse plus ce pouvoir profond qui est du côté de la finance et du capitalisme financier. La lutte est là, en fait. La question, c'est est-ce que cette tendance profonde a intérêt à voir se disloquer ce grand pays? C'est pas certain. Parce que c'est comme une guerre civile, hein, on sait comment ça commence, on sait jamais quand ça finit. Et je suis pas sûr que ce bras de fer aille au bout et que le pouvoir profond soit prêt justement à jouer l'unité de l'Amérique, hein, United States, dans la balance. Ce serait extrêmement dangereux. Oui, mais si Donald Trump est réélu au mois de novembre 2020, comment pensez-vous que l'État profond va réagir? On pourrait imaginer effectivement, enfin, pour ma part, on pourrait faire cette hypothèse, qu'ils ne reconnaissent pas la victoire électorale démocratique de Donald Trump et que certains États, notamment effectivement polarisés autour de Los Angeles et de New York, hein, contestent la victoire de Donald Trump et persévèrent dans des manifestations et encouragent quelque part des putschistes. Oui, mais alors un putsch aux États-Unis, déjà, il faudrait que ce soit l'armée, mais l'armée aujourd'hui, Trump de manière très habile, on l'a vu hein, avec l'Afghanistan et l'Irak, est en train de retirer les troupes de l'Asie mineure et puis du Proche-Orient. Il est en train, effectivement, de retirer un bras armé, et surtout avec l'OTAN. On a vu l'affaiblissement de l'OTAN, hein, malgré quelques moulinets, quelques montrages de muscles. Là, pour l'instant, l'OTAN est au point mort. Hein. Macron n'avait pas tort de sortir sa phrase là-dessus. Trump est en train, alors qu'il y a un bras de fer avec le Pentagone, on le sait, est en train de lui retirer des prébendes, comme on dit, c'est-à-dire un certain pouvoir, un pouvoir d'action, un pouvoir d'action dans le monde entier. Et là se situe peut-être le nœud du problème et aussi sa solution. Est-ce qu'il est capable de mettre la main sur le Pentagone et de nommer ou dénommer des gens comme il l'a fait dans le renseignement pour, je dirais, élargir son pouvoir?
parce que pour l'instant, il a donné l'impression d'un homme très isolé à la Maison-Blanche, et avec effectivement la presse qui lui tapait dessus, la côte Est, la côte Ouest, peut-être pas Wall Street, parce qu'il a fait gagner beaucoup d'argent à Wall Street jusqu'à la casse du Covid, mais le Pentagone. Alors après, quand on regarde de plus près à la loupe, comme toujours, tout le Pentagone n'est pas anti-Trump. Il y a des généraux qui d'ailleurs ont fait des sorties en disant qu'ils étaient d'accord avec Trump sur les guerres inutiles et les guerres sans fin. Et pour eux, c'est plus intéressant, même si certains ont des visées de guerre en Asie, de tourner leur regard vers l'Asie et vers la Chine pour, là, se constituer ce nouvel ennemi et peut-être réunifier l'Amérique. Trump y a intérêt économique, peut-être dans un deuxième mandat, faire une guerre économique à la Chine, et le Pentagone a envie, là aussi, de réarmer, et en voyant, par exemple, les Chinois construire une flotte qui veulent, à terme, à l'égal des Américains. C'est vrai que 8 à 10 porte-avions. Donc là pourrait se recimenter, je dirais, le pouvoir visible et le pouvoir profond. C'est pas forcément que ça va mener à un bras de fer, une dislocation. Mais aujourd'hui, en réalité, Trump est très seul, et son seul soutien, c'est le peuple. J'allais dire le petit peuple blanc, mais c'est pas vrai, parce que des latinos votaient pour lui, des noirs aussi, et le peuple américain veut juste, comme chez nous, du travail et de la paix. Et pour l'instant, son capitalisme productif a donné ou a augmenté le travail aux Américains, et même les revenus, et la paix, puisqu'il a rapatrié beaucoup de soldats, et il en avait marre de ces guerres qu'il disait inutiles et surtout coûteuses, en hommes et en matériel et en budget. Et ça, la pseudo-gauche américaine, c'est-à-dire les gauchistes soutenus par les faucons du Pentagone, n'en veulent pas. Eux, ils sont pour la guerre, et non pas pour la paupérisation, mais disons que leur capitalisme financier y mène. Donc là, on a vraiment deux tendances fortes qui sont face à face, et lui, de manière assez vertueuse, essaie d'entraîner l'Amérique vers le haut, c'est-à-dire la paix et le travail, et les autres essaient de jouer contre ça. Mais il y a une limite à ce jeu, je pense. Et comme il y a une limite aux manipulations gauchistes des soulèvements noirs dans les grandes villes. Vous avez parlé du rapatriement des soldats américains sur le sol états-unien. C'était Israël Shamir qui faisait remarquer ça dans un de ses très bons articles sur le site, repris sur le site d'Égalité et Réconciliation. Il disait, oui, effectivement, peut-être que Trump rapatrie les vétérans et les soldats américains à travers le monde pour, en cas de guerre civile ou d'émeute ou de gestion plus radicale sur le sol américain. Et dans son rapport avec l'armée, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, et avec le Pentagone, c'est vrai que Donald Trump est très soutenu par les soldats, et que tous les généraux du Pentagone ne lui sont pas fondamentalement hostiles, mais il y a quand même un conglomérat d'officiers du Pentagone qui le guettent, et qui guettent dans l'ombre effectivement la moindre brèche à exploiter, que ce soit pour un putsch ou pour mettre la pression ou pour lancer des opérations contraires. On sait, ça fait 4 ans qu'il y a cette dissonance au niveau de la défense américaine. Donc c'est à suivre, mais c'est vrai que quand on imagine et quand on constate par exemple ce qui a été déclaré ces derniers jours à Minneapolis, vous savez, le démantèlement de la police de Minneapolis. On peut imaginer que si ce genre de processus de déclaration, de mise en application se généralisait sur le sol américain progressiste, on peut imaginer effectivement, puisque à l'ordre policier traditionnel vont se substituer, il faut le dire, des milices privées certainement et des milices communautaires, puisque je ne vois pas comment on pourrait faire régner l'ordre s'il n'y a plus de police. Donc on peut imaginer des espèces de Blackwater sur le sol américain, donc une forme de chaos plus ou moins communautaire et tribal s'instaurer. On peut imaginer effectivement que des soldats formés soient lancés par Trump, par l'État fédéral pour rétablir l'ordre en cas de problème, en cas d'émeute, comme j'en faisais l'hypothèse, ça pourrait se dérouler à la fin de l'année 2020, dans un scénario un petit peu sombre, mais et on sait très bien que l'État profond est capable quand même de différentes actions. Oui, alors justement, il a parlé d'appeler la garde nationale et ses 30 000 membres, justement, dans le Minnesota,
pour calmer les foules un peu endiablées. Ça s'est pas fait, c'est-à-dire que c'était une menace, il a parlé de l'armée, etc. Alors, je suis pas sûr que les quelques milliers de militaires rapatriés d'Irak et d'Afghanistan suffisent à faire régner l'ordre aux États-Unis, mais l'armée est encore sous la direction, même si elle est du Pentagone, du président. C'est lui qui décide, in fine, de la guerre ou de la paix. Donc, il a encore ce pouvoir. Mais le putsch aux États-Unis n'a pas lieu, je dirais, de manière violente ou visible, comme dans d'autres pays, comme on l'a vu par exemple en Amérique latine, où les putschs, ou même en Afrique, comme les putschs se font à l'ancienne, où on bute quelqu'un et on remplace par un lieutenant ou un capitaine. Là, aux États-Unis, c'est un affaiblissement par le Congrès qui est démocrate, dirigé par Nancy Pelosi, qu'on dit à moitié folle, mais ça, c'est un petit peu une boutade de républicains. Et à ce moment-là, oui, il y a des blocages qui peuvent avoir lieu. Et il faut savoir que sur les 100 sénateurs, les républicains n'ont une avance que de 2 voix, 52-48, je crois, puisque chaque État envoie 2 sénateurs, qu'ils soient grand ou petit État, que ce soit la Californie ou le Nevada, envoie 2 sénateurs à Washington. Et donc, là se joue vraiment le vrai pouvoir législatif, qui peut bloquer un président. Il a le Sénat avec lui d'une courte tête. Il faut voir, en cas de réélection de Trump, si cela bascule en sa défaveur ou pas, parce que ça compte beaucoup là-bas. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les élections de midterms, c'est-à-dire à mi-mandat, au bout de 2 ans, se rejoue justement un renouvellement. Les sénateurs sont élus pour 6 ans, etc. Donc voilà, ça joue aussi. Et je pense que ça, ce sont des forces et des flux internes qu'on ne voit pas, nous, de la France, mais qui ont leur importance, justement, et qui pèsent sur un président, et qui pèsent sur ses décisions, et qui font que le pouvoir de Trump peut s'élargir ou s'amoindrir, au gré, justement, de ces jeux de courant. Aujourd'hui, il a pu mener à peu près la politique qu'il voulait, mais on sent effectivement qu'il est sur la corde raide et que sa latitude se réduit de jour en jour, et la pression est maximale, parce que quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui sur la tête de Trump, ce qu'on voit, ce qu'il a au-dessus de sa tête, on se dit que l'affaire russe, c'était rien à côté, c'était juste une campagne de presse, ou même l'affaire des prostituées, ou des putains, ou des hardeuses, je ne sais quoi, tout ça c'était de la petite bière. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... la pression est beaucoup plus forte, et s'il veut faire revenir l'ordre dans les États-Unis, dans les grandes villes où on a vu ces scènes de pillage, il va devoir à un moment donné faire appel, si la police met un genou à terre, effectivement à l'armée, et là, les choses peuvent dégénérer. Et comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard, l'ordre aux États-Unis est quelque chose de très complexe et très fragile, puisque les citoyens sont armés. Donc, d'un côté comme de l'autre, il peut y avoir des provocations, et on l'a vu lors des révolutions oranges, par exemple à Tahrir en Égypte, des tirs, ou même en Ukraine, Lucien Cerise en a parlé dans son livre sur Maïdan, des tirs ont lieu qui sont des tirs de provocation dans les foules pour faire monter justement la mayonnaise. Ça peut arriver aux États-Unis, c'est arrivé ailleurs, et c'est pas parce que les Américains sont souvent à l'origine, je dirais idéologiquement, de ce genre de changement de régime change, puisque ça a été inventé par eux en quelque sorte, que ça ne peut pas se passer chez eux. Et là, vous avez raison, et c'est pas un scénario catastrophe, c'est un scénario absolument réaliste de régime change par le bas, par l'émeute, et qui utilise là pour le coup des pauvres noirs, et je le dis, ou des noirs pauvres, pour justement faire basculer un pouvoir qui refuse d'obtempérer au pouvoir profond, et le pouvoir visible donc du président. Et pourtant, c'est l'homme qui a le plus de pouvoir au monde, mais il y a des contre-pouvoirs très forts, et ce ne sont pas des contre-pouvoirs légitimes officiels, ce sont des contre-pouvoirs de forces occultes cachées, et on pense par exemple à la IPAC, etc., les organisations juives, mais aussi, bien sûr, au Pentagone et au renseignement, qui n'est pas toujours d'accord, parce que eux, ils ont besoin d'un ennemi, ils ont besoin de guerre, et ça ne les dérange pas de risquer de lancer une guerre sur le territoire américain. Guerre raciale, guerre ethnique, on l'appelle comme on veut. Il y a un risque. C'est pour ça que je disais, moi j'y crois dans une certaine mesure, parce que je pense que leur histoire nous prouve qu'il y a quand même une fragilité structurelle, puisque l'histoire des États-Unis, c'est quand même une succession de crises et de conflits, que ce soit la révolution américaine, les guerres d'indépendance et la guerre de sécession, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et je le disais en introduction, le séparatisme est quasi intrinsèque aux États-Unis, et
l'équilibre fédéral est assez difficile à maintenir. Mais cela ne se fera évidemment que si une ingénierie de l'oligarchie, de l'État profond américain se met en place, ce qu'ils ne manqueront pas de faire, à mon avis. Mais malgré tout, effectivement, là où je vous rejoins, c'est que je pense que de toute manière, cela sera contrecarré par la politique trumpienne et par le peuple, par le véritable peuple américain, même si la période va certainement appeler à des formes de radicalisation. Je pense que Donald Trump, comme le disait encore une fois Israël Shamir dans son article, va devoir affirmer son contrôle de plus en plus sur ses adversaires, d'une manière ou d'une autre, ses adversaires qui finalement ne respectent pas la démocratie, puisqu'on est quand même dans un déni de démocratie depuis 4 ans maintenant. Et donc on peut espérer voir Trump prendre le contrôle à terme sur les réseaux sociaux. Il est déjà en train de le faire. Sur la Fed, sur Wall Street et à terme, un jour, peut-être carrément sur le département de la défense américain. En tout cas, le rapport de force est celui-là, je pense. Et puis surtout, il rend coup pour coup. On l'a vu avec l'affaire Epstein, quand il était trop titillé par les affaires personnelles ou la soi-disant ou la prétendue affaire russe, on a vu exploser l'affaire Epstein, qui est quand même une bombe, une déflagration internationale. Et ça, on peut imaginer que Trump y est pour quelque chose. Et donc, il a aussi les moyens de se défendre. C'est pour ça que quand lui, il donne des coups, ce sont des coups terribles et qui ont un véritable effet. Et les autres ne sont pas les seuls à frapper. Et effectivement, c'est un jeu de l'autre côté de non-respect de la démocratie, ça c'est certain. Même Poutine l'a souligné. Il a dit que le président Trump était victime justement d'un déni de démocratie, puisque depuis qu'il a été élu, son élection n'a jamais été en réalité légitimée par toutes ces forces que tout le monde désormais appelle le pouvoir profond. Donc Trump se retrouve à devoir réagir avec ses moyens, et donc il n'y a pas que Twitter, évidemment, même si Twitter, justement, essaie aujourd'hui de limiter l'influence de Trump, qui a des dizaines de millions de followers, et qui a une véritable force de frappe populaire de ce côté-là. Et il n'a pas que ça, il a aussi les moyens de balancer, puisque souvent, il a laissé traîner des phrases sur le 11 septembre, sur les vrais responsables, etc. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et puis par ailleurs, et on retombe souvent sur ces pattes-là, comme un chat qui tombe, c'est la relation avec Israël, les gages qu'il a donnés à Israël. Beaucoup de gens, et Netanyahou, sont en train de se rendre compte que c'est pas forcément un cadeau qu'il leur a fait, même si en apparence il leur a accordé l'ambassade américaine à Jérusalem. C'est de la petite bière par rapport au désengagement américain du Proche-Orient, qui laisse face à face des pays arabes, 100 millions d'Arabes face à quelques millions d'Israéliens. Donc là, il y a quelque chose aussi où on voit que sa réelle politique à lui a de véritables effets, et c'est sa façon de répondre justement aux pressions qu'il subit, par exemple en interne par le lobby sioniste. Donc il a les moyens de se défendre. C'était vraiment un combat de boxe auquel on assiste depuis 4 ans, et peut-être que ça va durer, les coups vont peut-être être aussi plus durs, mais lui, il sait répliquer, c'est pas un président faible. Et il l'a montré, il répond surtout de manière décalée et détournée, mais il frappe fort. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, nous espérons que cette émission vous aidera à y voir plus clair sur les enjeux de la prochaine élection américaine. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine sur les ondes habituelles de RFM. Bonne semaine à tous.